Mes chers étudiants, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau chapitre. Il s'agit de la génétique humaine ou bien de l'analyse de pédigré. Vous savez que chez l'espèce humaine, on dit toujours que les croisements sont impossibles. Jusqu'à présent, on avait l'habitude de parler de croisements entre deux souches, entre deux variétés, entre deux plantes, mais on ne peut pas faire ça avec l'espèce humaine. Donc on fait appel à l'analyse de pédigré, ce qu'on appelle communément un arbre généalogique. Et dans ce cas, on suit des caractères, on suit des phénotypes à travers des générations. Par exemple, on peut regarder la forme du nez, la forme et la couleur des yeux, les groupes sanguins et tout autre caractère phénotypique visible que l'on peut suivre directement au niveau des familles. Ceci est d'autant plus facile lorsque, au minimum, 3 générations sont toujours vivantes, c'est-à-dire les grands-parents, les parents et leur descendance d'aujourd'hui. Il devient dans ce cas plus facile de déterminer si la transmission est dominante ou récessive et si la transmission est liée au sexe ou bien autosomale. Lorsqu'on analyse des pédigrés, on fait en sorte d'harmoniser le pédigré pour que les pédigrés, même lorsqu'ils sont différents, ils obéissent à la même logique. On représente par exemple les mâles par des carrés, les femelles par des cercles. Un trait d'union entre un mâle et une femelle symbolise le mariage entre les deux. Et un trait perpendiculaire par rapport à cette union symbolise la descendance. À chaque fois qu'on met des carrés ou des cercles pleins ou bien avec des motifs quelconques, cela signifie que les sujets sont éventuellement atteints d'une anomalie ou bien d'une maladie. Et dans ce cas, le contraire, les sujets désignés par des carrés ou des cercles vides sont considérés sains. Et à travers cela, on peut donc suivre la transmission si elle est récessive ou bien si elle est dominante. Voici un exemple de pédigré où l'on voit un homme et une femme, 1 et 2, donc ce sont les premiers, et il y a eu un mariage entre les deux. Ce mariage a donné naissance à cette fille et ce garçon. Ce garçon a épousé cette fille et voici sa descendance, cette fille et ce garçon. La fille 2, elle a épousé cet homme et voici leur descendance. Il s'agit de ce garçon, de cette fille, de ce garçon, de ce garçon et de cette fille. Par la suite, ce garçon et cette fille se sont mariés et voici leur descendance. Donc on voit ici à travers ce pédigré, grand 1, grand 2, grand 3 et grand 4, avec les chiffres romains, symbolisent les générations. Donc vous voyez bien que dans chaque génération, les individus sont numérotés de 1 jusqu'à n. Ici, 1 et 2. Dans la deuxième génération, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 individus. Ces individus ont approximativement les mêmes âges, on dirait, ce n'est pas le même âge bien entendu, mais c'est la génération qui provient de ce mariage, sauf l'individu 1 et l'individu 5. Ces individus sont hors mariage entre 1 et 2. Le mariage entre 1 et 2, d'une part, et 4 et 5, d'une part, a donné naissance à cette génération 3. Le mariage entre 5 et 6, de la troisième génération, a donné les individus 1, 2, 3, 4, 5, de
la cinquième, de la quatrième génération partant. Lorsqu'on regarde ce pédigré, on voit qu'il y a eu un mariage consanguin entre les individus 5 et 6. Si vous regardez ce gène qui est là, cette mutation, ce problème, il n'existait pas chez les parents 1 et 2. Il n'existait pas chez la descendance que nous avons ici, ni chez les parents originaux de cette descendance. Donc on peut constater qu'une mutation peut apparaître suite à des mariages consanguins. Donc dans cette situation précise, si on regarde bien, on trouve que l'individu 5 et l'individu 6 sont hétérozygotes. Grand A, petit a, grand A, petit a. Donc à partir du moment où un mariage a lieu entre 5 et 6, il est possible de produire une descendance récessive pour cet allèle petit a. Donc la rencontre de petit a en provenance du père et petit a en provenance de la mère donne naissance à des individus, garçons et filles, ayant cette anomalie pour la première fois. C'est un cas de gène récessif. Le gène apparaît, mais il n'est pas transmis d'une façon globale. À l'inverse, on va le voir un peu plus tard, d'une transmission dominante. Voici, vous pouvez admirer ici cette charmante famille alors combien de filles? 1, 2, 3, 4 et 5, donc 5 filles et 2 garçons, tous de la même fratrie, ils ont les mêmes parents, ils sont atteints d'une maladie qu'on appelle la pseudo-achondroplasie. C'est un phénotype qui est dû à un gène dominant qui interfère avec la croissance des os, à ne pas confondre avec le nanisme précis. Le nanisme qu'on peut, si vous le voulez, guérir plus ou moins avec l'administration de l'hormone de croissance. Ici, l'hormone de croissance ne peut rien faire. Cette maladie, elle est transmise de cette façon et elle est due à un gène dominant. C'est-à-dire il suffit que le gène s'installe dans une famille pour que toute la descendance par la suite soit de cette nature. Cette photo a été prise en 1945 et c'était leur première apparition, ces jeunes gens. Et ils se sont fait une fortune grâce au cirque. Voilà, avec leur petite taille et leur charme. Regardez bien comment ils sont charmants. Et admirez cette dame ici qui a posé sa main sur son visage en signe d'étonnement. Parce que c'est la première fois qu'on voit ce genre d'individu. Voici un cas maintenant de pédigré, et non pas de photographie, de transmission d'une maladie autosomique dominante. Une maladie autosomique dominante, contrairement à celle qu'on a vue auparavant qui était récessive, celle-ci apparaît dans toutes les générations, parce qu'il y a un cas de dominance, c'est-à-dire le grand A dominant le petit a. À chaque fois que le grand A était présent, l'anomalie apparaît. Dans le cas de la récessivité, il fallait un double événement, petit a en provenance du père et petit a en provenance de la mère, pour que cette maladie apparaisse. Dans ce cas, un individu hétérozygote, donc il est porteur d'un seul allèle anormal, mais il est atteint de cette maladie. La femme est complètement normale et homozygote récessive, bien entendu. Voici la descendance produite, l'individu 2, l'individu 3, l'individu 5 et l'individu 6. On voit très bien que 1, c'est une femme hors mariage, 3, c'est un homme hors mariage, et 7, c'est une femme hors mariage.
ces individus 6, 7, 3, 4, 1, 2, lorsqu'ils se sont mariés, voici la descendance qu'ils ont donnée. On peut regarder ici que grand 2, 2, l'individu grand 2, 2, qui appartient à cette famille, est homozygote récessif. Il est normal. On avait dit tout à l'heure qu'un cercle vide ou un carré vide représente des individus sains, alors qu'un carré plein ou un cercle plein représente des individus atteints de l'anomalie ou bien de la mutation. Regardez ces deux individus qui n'ont aucun lien de parenté, bien entendu, parce qu'ils sont homozygotes récessifs. Lorsqu'ils se sont mariés, ils n'ont pas produit d'enfants atteints de cette maladie. Regardez le mariage entre 3 et 4, même si l'homme en provenance de l'extérieur est homozygote récessif, donc sain, il a épousé une fille qui est atteinte de cette maladie. La moitié, alors je dis théoriquement, la moitié de la descendance est atteinte. Quand on dit théoriquement, c'est-à-dire regardez les gamètes qui sont produits par cet individu et ceux produits par cet individu. Petit a donne 100% de gamètes petit a. Grand A petit a donne 50% de gamètes grand A et 50% de gamètes petit a. L'union des gamètes petit a en provenance du père avec les gamètes grand A d'une part et petit a d'autre part en provenance de la mère donnera une descendance théorique de 50% grand A petit a et 50% petit a petit a. C'est ce que l'on voit ici. Théoriquement, il y a 50% de personnes atteintes et 50% de personnes saines. Il se trouve que en génétique, la rencontre des spermatozoïdes avec l'ovule est un phénomène aléatoire, par hasard. Donc, on peut former un peu plus d'individus sains qu'atteints, ou bien l'inverse, un peu plus d'individus atteints que ceux qui sont sains. Encore une fois, regardez les 3 générations et regardez la numérotation. On numérote toujours 1, 2, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et toujours 1, 2 jusqu'à 13. Quel que soit le nombre d'individus, chaque génération aura grand 1, petit 1, grand 2, petit 1, grand 3, petit 1. C'est-à-dire on numérote de 1 jusqu'à 1. L'albinisme aussi est un phénotype rare, mais qui existe chez les populations. Il est d'autant plus visible et d'autant plus accentué lorsque nous avons affaire à des populations noires. Parce que les populations noires, elles sont homozygotes dominants en général pour cette pigmentation, comme est d'ailleurs l'œil de couleur noire, il est homozygote dominant, le noir vif, et non pas le noir qui vire vers le marron. L'individu atteint d'albinisme, regardez même la couleur de la peau, la couleur des cheveux, tous les poils, donc il y a une absence d'albinisme. Là aussi, cette photo, je ne me souviens pas exactement de la date de sa prise, mais elle a été prise au Kenya, il y a très longtemps quand même, et c'était à l'occasion d'une course nationale, un cross-country, qui a regroupé des enfants de toutes les provinces du pays. Et c'est la première fois, d'ailleurs, regardez aussi l'étonnement de ces jeunes gens devant ce phénotype. L'albinisme est ce n'est pas une maladie, c'est une anomalie de pigmentation, c'est tout. L'individu ne souffre d'aucune anomalie, mais elle est due à un allèle récessif. Ça veut dire qu'il faut que nous héritions
l'allèle récessif du père associé à l'allèle récessif de la mère pour aboutir à la formation de cette pigmentation blanche, si l'on peut dire. Tout à l'heure, jusqu'à maintenant, nous avons évoqué des transmissions autosomales, c'est-à-dire des transmissions qui sont liées à des chromosomes autres que sexuels. Dans ce cas précis, nous allons voir un cas de transmission d'une maladie récessive liée au sexe maintenant. Elle est liée au sexe, donc elle est liée au chromosome X. Je vais détailler dans un moment la liaison au sexe. Mais pour l'heure, rien que pour les besoins de pédigré, on peut regarder ici et voir, par exemple, une femme XX avec les allèles grand A, X grand A, X grand A, avec un homme X petit a, Y. C'est-à-dire que l'homme est porteur d'une maladie ou bien d'une mutation. Le croisement, ou plutôt le mariage entre cette femme et cet homme, donne la descendance suivante, 1 et 2. Encore une fois, 3 proviennent de l'extérieur. Alors, 1, le voilà, c'est X grand A, Y, il est normal. Et pourtant, son père était malade. C'est le propre et c'est la caractéristique principale des gènes liés au sexe, notamment. Lorsque le père est malade, ces garçons sont sains. Lorsque le père est malade, encore une fois, ou bien souffre d'une mutation, est porteur d'un allèle de mutation sur son chromosome X, les garçons, la descendance masculine, elle est normale parce que le X que nous avons ici, chez les mâles, il est hérité de la maman. Alors que la maman, elle a des chromosomes normaux. Le Y provient du père, donc il s'agit d'un garçon complètement sain. Cette fille que nous avons ici, avec un point à l'intérieur, regardez bien le point, cette fille, elle est porteuse. On dit qu'elle est porteuse de l'allèle récessif. Elle n'est pas malade. Elle n'est pas normale non plus à 100%. Elle est génotypiquement anormale, phénotypiquement normale. On peut l'expliquer d'ailleurs par la suite. Il s'agit d'avoir hérité un X grand A de sa maman et un X petit a de son papa. Le voilà. L'union a fait X grand A, X petit a, parce que grand A domine petit a, cette femme est de phénotype normal, mais elle est de génotype porteur. Elle est porteuse de l'allèle récessif. Ce sont ces personnes porteuses qui sont à l'origine de la transmission de maladies. On peut le vivre aujourd'hui avec la maladie Covid-19. Il y a des personnes probablement parmi nous qui sont porteurs du virus, mais qui sont asymptomatiques, ils ne sont pas malades. Ils arrivent à combattre le virus, le virus les a infectés, ils arrivent à le combattre, ils ne développent pas les symptômes, mais ils peuvent le transmettre. Et c'est ce que va faire cette dame ici en épousant ce jeune homme. Ce jeune homme, il est X grand A Y, c'est-à-dire il ne possède pas de mutation, il ne possède pas de maladie. Mais en épousant cette femme, parce qu'elle est porteuse, regardez, il forme un enfant, un garçon, c'est plus rapide, c'est plus facile, X petit a Y. Ce X petit a, encore une fois, il provient de la maman, de sa maman. Il est là. Les autres enfants, garçons qui sont X grand A Y, donc il est normal. Les filles, elles peuvent être homozygotes ou porteuses
mais elles sont saines. Regardez toujours le point qui est au niveau de la personne grand 3, c'est une fille, elle est aussi porteuse comme sa maman, alors que sa grand-mère était complètement saine. Voilà comment un gène récessif peut apparaître, comment il peut se transmettre. Encore une fois, le propre des gènes récessifs, regardez bien, il est là à la première génération, il est absent à la deuxième génération et il réapparaît à la troisième génération. Ces gènes sautent des générations, ces mutations récessives sautent des générations. Parfois, on attend 5, 6, 10 générations pour que le phénotype réapparaisse. L'hémophilie est aussi une maladie rare à transmission récessive et ceci est un grand pédigré de plusieurs familles royales d'Europe depuis le XVIIIe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, regardez ici, vous avez William et Harry. William et Harry, c'est les enfants de Lady Diana et le prince Charles. Les voilà. Leurs grands-parents, c'est la reine Élisabeth qui est toujours vivante aujourd'hui. Et à travers cela, on peut voir l'ensemble de la famille, comment il y a eu un brassage, parce que les familles royales ont tendance à se marier entre elles. Hein? On est prince, on cherche une princesse. On ne va pas chercher une petite bergère. C'est comme ça. Et des familles lointaines se sont mariées et des gènes mutants ont apparu à un certain moment. Regardez, l'apparition de l'hémophilie, elle était là. Regardez le nombre de générations jusqu'à aujourd'hui. Et encore, on peut y aller un peu plus loin parce que William et Harry, ils ont des enfants. Donc il y a une génération en plus. Regardez maintenant quand est-ce que la maladie elle est apparue en phénotype, mais quand est-ce qu'elle est apparue en génotype. Elle est là, elle est là. Voilà. Elle est d'abord apparue génotypiquement chez des femmes qui sont porteuses, et par la suite, regardez, elles apparaissent uniquement chez les garçons. Il est rare de trouver une femme hémophile, parce que pour qu'elle soit atteinte de cette hémophilie, il faut qu'elle hérite un gène de chez son père et un gène de chez sa mère. La maladie de l'hémophilie, elle est visible. Il y a un problème de coagulation du sang, on peut la détecter, mais on ne pourra jamais détecter comme ça phénotypiquement si une femme est porteuse. Donc cette femme, elle est porteuse, personne ne le sait. Cette femme est porteuse, personne ne le sait. Celle-là aussi, ainsi de suite. Et bien sûr, celle-là et celle-là. Voici un exemple de maladie dominante, dans ce cas liée au chromosome X, encore une fois, à comparer avec cette maladie. Celle-là, elle est récessive, liée au sexe. Celle-là, elle est dominante, liée au sexe. La différence, c'est quoi? Tout à l'heure, c'était X petit a, maintenant, c'est X grand A. L'homme est porteur d'un allèle dominant, grand A, porteur d'une maladie. En épousant cette femme normale, il y a une grande probabilité. Regardez, 50% des enfants sont atteints. Cet individu, ce garçon qui est là, ce jeune homme, n'appartient pas, bien entendu, à cette famille. Lorsque nous avons des situations pareilles, avec un grand A, on n'a pas besoin de 2 allèles pour être atteint de la maladie. Il suffit à chaque fois qu'il y ait le grand A,
pour que la maladie s'exprime. Et dans ce cas de la transmission dominante, parce que le gène est porté par le chromosome X paternel, c'est les filles qui sont atteintes. Parce que elles héritent un X petit a de leur mère, mais elles héritent le X grand A, porteur de la mutation de leur père. Lorsque c'est la fille qui est atteinte et que l'homme est normal, regardez bien, la situation change un petit peu, elle évolue quand même. 50% des individus sont atteints, une moitié de ces 50%, c'est-à-dire 25%, c'est des garçons. L'autre 25%, c'est des filles. Alors qu'à la première génération, ce sont toutes les filles qui sont atteintes de cette maladie. On peut aussi prendre en considération un croisement entre les bovins. Ici, c'est tout simplement un gène dominant qui s'exprime au niveau de l'oreille de certains bovins. Et il est transmis d'une façon dominante. C'est plutôt un petit exercice dans lequel on vous demande de déterminer la probabilité de formation d'individus avec cette anomalie, une entaille au niveau de l'oreille, suite à des croisements entre, dans un premier temps, 3,1 et 3,3, c'est-à-dire cet individu et celui-là. Dans un deuxième temps, 3,2 et 3,3, c'est-à-dire cet individu et cet individu, et celui-là, et ainsi de suite. Faites les petits croisements, vous trouverez qu'à chaque fois, suivant que c'est la femelle qui porte l'anomalie ou bien le mâle qui porte l'anomalie, la descendance sera différente. Ici, là aussi, je vous le donne sous forme de petit exercice pour évaluer un petit peu les connaissances jusqu'à maintenant. Essayez de le faire sans regarder ce qu'on a dit auparavant. Vous avez un pédigré de transmission récessive de la couleur rouge des cheveux. Voilà, on vous dit que c'est récessif. Voici une femme qui s'est mariée avec cet homme roux. La femme, elle a la coloration normale des cheveux, donc elle est pigmentée normalement. Et voici leur descendance. La descendance, bien entendu, celui-là ne leur appartient pas, celui-là ne leur appartient pas, ainsi de suite. C'est des mariages. Et on vous demande aussi la probabilité qu'il y ait formation d'individus avec la couleur rouge des cheveux suite à ces mariages. Par exemple, 3,3 et 3,9. 3, c'est-à-dire cet individu, si jamais, ce garçon, si jamais il se marie avec cette femme. Et les autres aussi. Voilà, j'arrive au terme de cette séance qui est consacrée, encore une fois, dois-je le répéter, à la génétique humaine. Cette génétique humaine qui est basé sur un suivi phénotypique et l'établissement de pédigré. Vous pouvez, si vous avez la chance dans vos familles respectives, d'avoir notamment plusieurs générations vivantes avec les collatéraux, c'est-à-dire les tantes, les oncles, ainsi de suite, vous pouvez suivre, par exemple, le phénotype du groupe sanguin, ABO. Et vous allez déterminer, non pas de quel groupe sanguin vous êtes, ça c'est très simple à faire, mais est-ce que vous êtes homozygote A ou bien hétérozygote A? Est-ce que vous êtes homozygote B, c'est-à-dire vous avez les deux allèles B, ou bien vous êtes
hétérozygote B, c'est-à-dire vous avez un allèle B et un allèle O. Et si vous êtes de groupe sanguin O, vous devez comprendre que vos deux parents ont chacun au minimum un allèle O. C'est pour ça que vous êtes de groupe sanguin O. Quel que soit leur groupe sanguin, ils ne peuvent pas être homozygotes, donc ils peuvent être O tous les deux, ils peuvent être l'un A hétérozygote, l'autre A toujours hétérozygote, ou bien B, ou bien A et B. Mais vos parents doivent avoir l'allèle récessif O pour pouvoir vous donner deux allèles pour que vous puissiez avoir le phénotype O. Donc il est très facile de suivre avec la forme du menton, avec le lobe auriculaire, est-ce qu'il est attaché ou bien est-ce qu'il est détaché. Il suffit de regarder les individus, il n'y a aucune mesure à faire, il n'y a aucune expérience à faire. Merci beaucoup pour votre